Eh bien bonjour et bienvenue à nouveau si vous nous suivez depuis le début de l'après-midi sur ARC TV, donc la copropriété sans tabou et décryptée pour vous aider à analyser, à comprendre, à optimiser la gestion de votre copropriété. Une copropriété, c'est un collectif, c'est aussi quelque chose de complexe. Techniquement, il y a des problématiques financières. On est en plein hiver, il y a des problématiques aujourd'hui de climat et on se pose la question de combien vont coûter le chauffage. Est-ce que tout le monde est raisonnable avec l'usage de son chauffage ou pas? Et une solution, ça peut être l'individualisation des frais de chauffage, mais ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, il y a plein d'impacts techniques. Bref, on a décidé de construire une émission sur ce sujet. Christophe, merci de votre présence. Donc Christophe Levrel, vous êtes expert à l'ARC, spécialisé donc sur ces aspects techniques. Sur les aspects équipement, effectivement. Après, on a des ingés thermiciens qui nous assistent aussi pour le calcul, mais pour tout ce qui est matériel, effectivement, c'est moi qui suis référent de l'ARC. Et bien justement, on a avec nous Omar Elafani. Donc vous êtes thermicien, ingénieur thermicien chez Energico. En quelques mots, Energico. Bureau d'études spécialisé dans la réalisation des PPPT, plans pluriannuels des travaux, DPE et audit énergétique, spécialement pour les copropriétés. Super, merci beaucoup. Merci. Aurélien, donc vous remplacez une personne de chez vous qui malheureusement a été malade. Donc Aurélien Brunel, vous êtes responsable Agence Ouest chez Tribatech. C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que fait Tribatech ? Tribatech est spécialisé dans le comptage divisionnaire en copropriété, donc comptage de l'eau et de l'énergie. On couvre actuellement 80% du territoire français. Voilà. Alors, Christophe, en quelques mots, pourquoi c'est une problématique cette individualisation ? Alors, c'est une problématique et j'ajouterais quelque chose, ça touche pas que l'individualisation, ne touche pas que les frais de chauffage. Il y a deux autres postes qui peuvent être individualisés. Le but de l'individualisation, c'est de ramener de l'équité par rapport à la répartition au tantième, qui est une répartition où on met tous les comptes à plat et puis on divise par la surface des lots. Vous pouvez avoir un grand lot avec 2 personnes dedans qui consomment peu, un petit lot avec une famille nombreuse qui prennent des bains, des douches, qui ouvrent les fenêtres, etc. Ils vont payer en fonction de la surface de leur appartement et pas en fonction de leur consommation réelle. L'individualisation, elle est là pour ramener un peu d'équité et puis pour stimuler aussi le fait que si tu consommes beaucoup, tu payes beaucoup. Et donc, tu vas essayer d'être un petit peu plus économe. Donc ça, c'est un aspect d'économie générale pour la copro. Et puis, il y a un autre avantage induit par le comptage de l'eau en particulier, c'est qu'on arrive maintenant avec la télésurveillance à détecter les fuites. Et donc, ça apporte un avantage technique quand il y a une fuite, plutôt que de la laisser progresser à bas bruit. Avec la télésurveillance, on arrive à voir pratiquement en direct les fuites. Ça permet d'enrayer ce phénomène qui peut être très très coûteux pour la copropriété. Donc plein de bénéfices. Plein de bénéfices pour tout le monde si on arrive à le faire dans des conditions économiques intéressantes. Alors qu'est-ce qui est individualisable ? Eh bien, on a déjà individualisé l'électricité avec les compteurs. Maintenant, les compteurs Linky que tout le monde connaît, les compteurs à gaz de la même manière. Reste le chauffage, l'eau froide, qui est distribué, qui peut être aussi distribué directement par le service des eaux, mais c'est plus rare. C'est l'idéal quand c'est déjà fait. Vous recevez directement votre compteur depuis le service des eaux de la ville. Et puis, vous avez l'eau chaude aussi, qui est un peu différente de l'eau froide, puisque là, vous avez une strate d'énergie en plus à ajouter. Mais ces 3 éléments-là, chauffage, eau froide, eau chaude, sont individualisables. Alors Omar, quels sont les différents types de systèmes qui permettent d'individualiser ? Donc on parle bien là du chauffage. Oui, donc du coup, il y a 2 systèmes qu'il faut distinguer. Un premier système, c'est les compteurs d'énergie thermique. C'est un système qu'on utilise pour les nouveaux bâtiments où on a une boucle par appartement. Dans ce cas-là, on a la possibilité de venir installer un compteur par boucle. C'est quoi une boucle ? Donc on va, pour simplifier les choses, on va dire un seul départ par appartement. Donc du coup, on va venir installer le compteur au niveau du départ pour le premier appartement, on va dire, ou le deuxième, troisième, etc. Mais si jamais, pour les anciens bâtis, on a un départ en parallèle, qui n'est pas plutôt un départ en série et pas en parallèle, il y a donc du coup un seul départ
On peut venir mettre le compteur qu'au début, donc on prend que la consommation de tout le départ, donc pour tous les appartements. Et dans ce cas-là, on ne peut plus installer de compteur et on est obligé d'installer des RFC, donc des répartiteurs de frais de chauffage, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc ça calcule la consommation plus ou moins, on va dire, approximative, appartement par appartement. Peut-être, Aurélien, vous pouvez nous montrer un RFC pour qu'on voit finalement que quelqu'un qui est déjà équipé puisse identifier. C'est quelque chose qui permet de mesurer à distance. En fait, c'est muni d'un émetteur radio, tout ce qu'on va proposer. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans les logements une fois que c'est mis en place. Tout va remonter quotidiennement par le biais de la télérelève. Donc en fait, basiquement, à RFC, vous avez 2 sondes de température à l'intérieur, une sonde surface pour l'énergie dégagée du radiateur, une sonde ambiante qui va prendre la température de la pièce, et un émetteur radio qui permet de remonter quotidiennement les informations. Et l'autre type de matériel qui était cité par Omar, ça ressemblera plus à ce genre de choses. Donc ça s'appelle un compteur d'énergie thermique. C'est un système avec un débitmètre, comme un compteur d'eau si vous voulez, qui va compter le débit qui passe à travers, et avec un système couplé avec un système une paire de sondes de température, donc une sonde aller, une sonde retour, ce qui nous permet d'avoir finalement ce delta de température entre ce qui rentre et ce qui sort du logement. Donc on sait à quoi ça ressemble. Bon, éventuellement, on les montrera de nouveau. Sauf erreur, Christophe, l'ARC n'est pas forcément super fan des RFC. Alors pourquoi? Ça a l'air joli, moi je trouve. Oui, c'est joli, c'est très simple, c'est facile à poser, trop facile quelquefois. Non, effectivement, l'ARC est pas très preneur de cette solution-là, parce que quand ils sont mal... D'abord, on ne sait pas trop comment ça marche. D'abord, l'algorithme qui est à l'intérieur est assez obscur. Ensuite, on vous donne une sonde d'ambiance qui est à 2 cm du radiateur, donc c'est un peu compliqué de déterminer une ambiance thermique à côté d'une pièce de fonte qui fait 50 degrés. Donc voilà, c'est déjà, en point de vue physique, c'est déjà ça. Et puis ensuite, il y a aussi un aspect installateur. Vous avez des installateurs, et en l'occurrence Tribatech fait partie de ceux-là, qui les posent de manière très correcte, c'est-à-dire qu'ils enregistrent la puissance du radiateur, et ils ont une base de données très très complexe, elle doit faire 13 ou 14 pages, hein, il me semble, où ils ont tous les types de radiateurs, et puis si le radiateur il n'est pas dans le registre, eh bien ils prennent les caractéristiques et ils déterminent la puissance du radiateur. Il y a des entreprises qui ne s'embarrassent pas de ça et qui vont très très vite à poser le RFC, parce que de toute façon, comme la valeur qui est renvoyée, elle est assez approximative, c'est pas très grave. Mais c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que les gens payent un service, et qu'en face, il n'y a pas il y a même pas l'effet placebo du RFC, qui est j'ai un truc sur mon radiateur qui me surveille. Tout ça, c'est l'effet placebo, la peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Donc, quand j'ouvre ma fenêtre, je ferme mon radiateur. Enfin, c'est là qu'on commence à faire des économies. On a un robinet thermostatique qui permet de régler la température de la pièce. Quand c'est surchauffé, ça baisse le débit. Ça, c'est des trucs qui sont positifs. Mais donc... Par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas vertueuses quand elles les posent. Et par exemple, si vous avez des gens qui disent oui, moi je veux bien, je regarde les charges, mais chez moi, le RFC, ça fait 6 mois qu'il est détaché et qu'il est sur la cheminée. Mais pourtant, ça continue à enregistrer. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas le suivi. La peur du gendarme, si vous avez un radar sur la route mais que vous ne recevez pas de prunes, ça ne sert à rien. Donc, moralité pour les adhérents de l'ARC, c'est peut-être se rapprocher de vous. Vous pouvez acheter ce petit opus que j'ai écrit il y a déjà 2 ans, qui vous raconte un petit peu comment ça fonctionne un RFC et qu'est-ce qu'on ne sait pas sur ce système-là. Okay. Voilà. Donc, sachant que ça coûte un petit peu d'argent, faut pas rêver. Mais il y a des entreprises qui jouent le jeu. Et tant qu'à faire, si la copro veut absolument un RFC, à ce moment-là, autant choisir ces entreprises-là qui assurent un service correct et qui nous en donnent un petit peu pour notre argent. Un petit peu. Alors, sauf erreur, en la matière de cette individualisation des frais de chauffage, il y a un univers où il y a avant 1960 et il y a après 1960. Oui, on Pourquoi? va dire les années 60-70, parce que la structure des bâtiments était comme ça. C'était des modèles de plomberie qui étaient anciens.
et qui fonctionnait bien, hein, avec des systèmes en parapluie, enfin les plombiers comprendront. Après, on est passé avec des circulateurs qui étaient plus individuels, des systèmes de réglage de pieds de colonne, des choses comme ça. Donc il y a 2 générations, effectivement. Et puis après, la loi, au début des années 2000, a imposé de n'avoir que des bâtiments neufs avec des bouclages individuels. Alors là, on voit un schéma sur justement EFCS. Enfin, peut-être commentez-nous ce schéma. Alors oui, là vous avez donc sur la gauche de l'image, vous avez la partie chauffage avec, on voit bien les 2 colonnes qui distribuent l'aller-retour des radiateurs. Et vous avez donc, là on a représenté des compteurs individuels, donc des compteurs d'énergie thermique sur le chauffage. Et on voit bien qu'il y a une sonde qui prend la température d'entrée, une sonde qui prend la température de sortie. Ensuite, sur l'eau froide, on a aussi des compteurs qui devraient apparaître là. Oui, il y a une petite animation. Il y a une petite animation, donc bon, ils apparaissent pas, c'est pas très grave, mais vous avez de la même manière sur le réseau d'eau froide qui là on voit alimente la douche, vous avez un petit compteur thermique individuel, voilà, il apparaît. Qui vient relever la consommation d'eau froide, alors pas que de la douche évidemment, hein. Là j'ai symbolisé la douche comme représentant tout l'appartement, et puis ensuite vous avez les compteurs d'eau chaude sanitaire qui apparaissent là normalement, peut-être. Bon, mais ça se situe à quel endroit? Ça se situe sur le départ d'eau chaude que vous avez entre la colonne, voilà, ils sont là, ils sont sur le départ individuel d'eau chaude et ils comptent la consommation d'eau chaude. Et vous avez quelquefois sur certaines installations un compteur qui se situe juste avant l'échangeur à plaques pour mesurer la consommation spécifique de l'eau chaude sanitaire. Ok. Bon, c'est quand même complexe. Ah oui, une installation de chauffage, c'est complexe. Après, c'est des systèmes, quand vous avez des manchettes, c'est pas très compliqué à installer. Des manchettes? Oui, des manchettes, c'est pas des trucs de magicien. C'est pas des trucs de magicien, non, ce sont des attentes qui sont mises pour mettre les compteurs. Maintenant, en principe, tous les immeubles en sont équipés. Soit déjà les immeubles sont livrés avec les compteurs, c'est maintenant une obligation. On doit avoir un immeuble neuf qui est exploitable intégralement. Mais si c'est pas le cas, il y a des manchettes où s'il y a déjà eu un système de comptage, c'est des systèmes normalisés, on en parlera tout à l'heure. Justement, Aurélien, donc comment ça fonctionne? Déjà, si on parle de l'énergie thermique, d'abord. Donc je vais pas revenir sur ce qu'a dit Omar. Donc 2 systèmes, ça va dépendre de la distribution du chauffage, donc à l'horizontale ou à la verticale. Pour la partie horizontale, on va retrouver, donc avec cette histoire de bouclage, des compteurs d'énergie thermique. Donc l'avantage, ça va avoir, comme un compteur d'eau qui va avoir des mètres cubes, un compteur d'énergie thermique, on va retrouver des kilowatts. Donc c'est toujours beaucoup plus simple à expliquer aux gens et à l'occupant de pouvoir voir sa consommation. Compteur d'énergie thermique, comme je disais tout à l'heure, débitmètre, 2 sondes de température à l'intérieur, température aller, température retour. Donc on va voir quelque part les calories qui sont consommées par chaque radiateur et donc par l'habitation. Compteur d'énergie thermique, on va retrouver à l'intérieur un système de communication, protocole standard, c'est du wireless MBus, c'est un protocole européen ouvert qui nous permet de remonter quotidiennement les informations par le biais derrière de passerelles complètement autonomes qu'on va venir implanter en partie commune au niveau de la copropriété. Donc, ce qui permet derrière d'avoir... Plus besoin de visiter les appartements, si je parle de... Dans le cadre de notre contrat, en cas de maintenance, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelque chose, une défaillance ou besoin d'aller observer telle ou telle consommation. Mais en gros, l'idée, on sait très bien que c'est très compliqué de rentrer chez les gens. C'est des fois assez compliqué, il suffit que la copro soit assez grosse, de rentrer dans tous les logements pour faire équiper l'ensemble des compteurs. Mais en gros, à partir du moment où ils sont en place... on est parti, ça remonte quotidiennement. Voilà, ce qui permet effectivement de détecter les possibles anomalies quasiment en temps réel et pouvoir être un peu proactif dans notre façon de travailler derrière, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant avec les radiorelevages, parce que le radiorelevage, globalement, il existe depuis longtemps. Mais avant, avec le radiorelevage, il y avait quelqu'un qui passait avec un capteur et qui se promenait dans la copro, qui ne rentrait pas chez les gens, mais il ne se promenait pas tous les jours. Alors que là, Donc c'est une remontée en temps réel, si pratiquement en temps réel. Quasiment. Oui. Les boîtiers, d'une manière générale, l'idée, c'est d'avoir de la donnée. C'est très important pour l'analyse, mais en gros, il ne faut pas se noyer non plus avec la donnée. Et l'idée, c'est d'optimiser, parce que c'est des piles qui sont présentes à l'intérieur, qui durent un certain nombre d'années. L'échantillonnage, le moment. Voilà, l'idée, c'est que la donnée remonte. Ça sert à rien que ça remonte, je dis une bêtise, 10 fois par jour. Il faut mieux que tout soit remonté, un package, 1 fois par jour.
que ça puisse être ingurgité derrière par nos systèmes et puis redistribué via le portail, quoi. Et l'intérêt, c'est d'avoir effectivement les petites fuites comme ça, les 6 litres à l'heure, qui sont indétectables. C'est une chasse d'eau, c'est un joint qui pète et on ne va pas s'en rendre compte en termes. Et avec la radio, on ne s'en rendait pas compte puisque on avait juste un cumul. Là, on a un débit, une valeur de débit. C'est l'intérêt et ça permet de faire du préventif au niveau des fuites de copropriété qui sont le premier poste de sinistralité en copropriété. Il faut s'en souvenir. Si je traduis, ça veut dire qu'en fait, tu as un goutte à goutte qui est en dessous d'un évier. Ça a une sorte de signature au travers de ces appareils. Et ça, on peut mettre une alarme et se dire... Je ne sais pas quel est le seuil de sensibilité. Il y a des seuils de fuite. Alors ça va dépendre du compteur, des fabricants si vous voulez. Mais on a un seuil de fuite qui est très très bas. Et d'une manière générale, pour généraliser, mais en gros, un compteur va se mettre en alarme. Donc ce qui permet de remonter cette alarme, c'est l'émetteur radio qui est présent dessus. Je schématise un peu, mais c'est comme s'il y avait un releveur qui était présent H24 sur le compteur, sur la partie hydraulique. Et à partir du moment où on n'a pas sur 24 heures, on n'a pas une absence de débit à peu près d'1 heure, le compteur, donc l'émetteur radio, va se mettre en anomalie. Et ça va remonter. On sait très bien que les gens, même s'ils vivent la nuit, ne consomment pas toute la nuit de l'eau, etc. Donc, suivant le seuil de fuite assez bas, ça permet de remonter justement tous ces... Et alors, comptage eau chaude, eau froide, est-ce que vous pouvez nous décrire que les appareils... Alors, toujours le même principe. Alors là, c'est 2-3 modèles différents, on travaille différents fabricants. En gros, les compteurs, donc là, il y a un modèle volumétrique et un modèle à ultrasons. Tout ça va être pareil. Avec un émetteur radio présent à l'intérieur, c'est devenu quasi systématique. Ça permet de faire de la télérelève. C'est de la télérelève qui est devenue d'ailleurs obligatoire pour le chauffage collectif et l'eau chaude collectif. Donc différentes technologies. Là, c'est des compteurs, on va dire, du type mécanique. Ça, c'est des compteurs du type ultrason. La petite différence, c'est que là, il y a des parties mobiles en contact de l'eau. Et là, vous avez plutôt un système, c'est un peu barbare, mais en gros, il y a deux piezo à l'intérieur et... ça envoie des ondes sonores et dans le sens du fluide et dans le sens inverse. Et par rapport à la section, on va récupérer le cubage. Donc c'est un peu la petite nouveauté. C'est ce qu'on va retrouver sur les systèmes de compteurs d'énergie thermique. Voilà. Donc peut-être plus fiable. Parce que pas de partie mobile, pas de... En gros, l'idée, on parle de métrologie, de stabilité dans le temps. Avec la version ultrason, on est sûr d'avoir un comptage fiable de son début à sa fin de vie. Parce que tout ce qui est impureté, qu'on peut retrouver dans les colonnes d'eau... les colonnes, au fur et à mesure, on dit toujours il y a un peu à boire et à manger parce qu'elles ne sont pas forcément changées, etc. Toutes ces impuretés-là, quand on a des compteurs du type mécanique, vont venir se mettre sur les compteurs, sur la mécanique, et ça a une tendance, on dit que le compteur dérive. Dans le temps, c'est comme pas mal de choses qu'on utilise, mais dans le temps, ça finit par dériver et sous-compter. Le fait d'avoir un compteur à ultrasons, toutes ces particules passent au travers du compteur et le compteur compte correctement de son début à sa fin de vie. En plus, il est moins sensible à la position d'installation. Il y a des compteurs qu'il ne faut pas poser verticalement parce que ça diminue la sensibilité. Alors que lui, on le met la tête en bas, la tête en haut. En gros, son débit de démarrage, de son début à sa fin de vie, lui, par exemple, démarra à moins de 2 litres heure, de son début à sa fin de vie, peu importe ce qui se passe dans le réseau, il comptera toujours de la même manière. Bon, il faut demander l'ultrason. Il faut le mieux possible pour les... Bien sûr. Non, mais tant qu'à faire l'investissement, autant avoir du bon matériel, effectivement. Alors, Christophe, vous nous avez préparé une analyse de cas avec un magnifique tableau. Avec un magnifique tableau. Et une animation. Absolument. Que vous allez prendre le temps de commenter, mais voilà. Donc, c'est une animation qui comporte, d'une part, sur la partie gauche du tableau, un exemple de charge répartie, donc au tantième. Donc là, on a pris tout bêtement les différentes charges d'eau froide, de gaz, et on a fait un total, puisque globalement, sur un immeuble où il n'y a pas de comptage, on consomme de l'eau froide et on consomme de l'énergie. L'énergie, elle est utilisée pour le chauffage ou elle est utilisée pour chauffer l'eau chaude sanitaire, quand on a de l'eau chaude sanitaire. Donc globalement, on n'a que 2 consommations à totaliser, et puis après, on fait le cumul, puis on divise par la surface de l'appartement. Enfin, voilà, c'est bête, c'est mécanique, et on arrive à un certain total. Et que vous consommiez ou pas, vous allez payer quand même, puisque c'est la surface de votre appartement qui détermine vos charges réparties. Et à côté de ça, on a, voilà, une très belle animation dont je suis très fier. On a des consommations qui, elles, sont relevées, qui sont mesurées, donc c'est des consommations réelles, qui au total, on obtient la même valeur que pour, en termes de volume
que pour les consommations d'eau froide, par exemple, et d'eau chaude. Mais là, on va les chercher la vraie valeur. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le lot 11, on voit que c'est un appartement qui est pas habité. Il y a 0 consommation en eau chaude, en eau froide et en consommation de chauffage. Eh bien, il va quand même payer une certaine partie de charge parce qu'il y a quand même la maintenance de l'installation. Il y a des charges communes qui sont irréductibles. C'est 69-75. Voilà, c'est ça. 69-75. Quatrième ligne en partant du bas. Absolument. Alors qu'il aurait payé, on va le voir tout à l'heure, il aurait payé beaucoup plus dans la répartition. Donc ça veut dire que les gens qui payent plus, qui consomment plus avec le comptage, vont payer plus et donc seront sans doute plus attentifs à leur consommation puisque ça impacte leur porte-monnaie directement. Et puis les gens qui consomment moins seront récompensés par une moindre tarification des charges. Donc on responsabilise, voilà. Et c'est beaucoup plus équitable. C'est beaucoup plus équitable. Et dans le tableau, on se rend compte, là, j'ai pas du tout tenu compte de cette éthique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas changé leur comportement. Et on voit que la somme... En vrai, ça fait baisser. Mais en vrai, le total, c'est d'avoir les 29 246 qui vont baisser, parce que les gens, ils vont se dire, j'ai payé 300 € de plus que l'année dernière, ou 500 € de plus que l'année dernière. Peut-être qu'on va fermer les robinets, on va prendre moins de bains, plus de douches. Enfin voilà, et c'est bon pour soi, et puis c'est bon pour la planète aussi. Et question existentielle, pourquoi l'EDF, l'électricité, on ne se pose pas la question, pourquoi l'EDF est individualisé? Pourquoi un certain nombre de choses ont été individualisées et c'est tombé complètement dans les lieux communs, quelque part. Et pourquoi le chauffage n'a pas été... Le chauffage collectif, on parle bien de chauffage collectif, mais qui est mesuré de manière individuelle. Je pense pourquoi que les moyens techniques, oui, c'était plus compliqué de mesurer une température, d'intégrer cette température, d'enregistrer. C'est des moyens informatiques qui sont derrière tout ça. Alors que un compteur, c'était une roue qui tournait avec un compteur qui égrenait pour EDF. Le compteur à gaz, c'est pareil, c'est un compteur volumétrique, c'est purement mécanique, quelque part. Alors pour l'EDF, c'était électromagnétique. Bon, maintenant, c'est électronique, voilà, mais c'était beaucoup plus facilement enregistrable. On avait une valeur qui tournait. Alors que là, on l'avait pour l'eau froide, si vous voulez. C'était pas un problème. Les compteurs d'eau froide, ils existent depuis longtemps. Mais les compteurs thermiques, ça implique d'avoir du calcul derrière. Et un compteur d'eau chaude sanitaire, c'est un compteur d'eau froide auquel on applique la valeur du coût de chauffage du mètre cube. C'est relativement basique. C'est relativement basique. Il y a juste une strate de fourniture de chaleur en plus. On parlera après du réglementaire, est-ce que c'est obligatoire ou pas. Mais d'abord, Omar, combien ça coûte? Si on parle un peu d'argent, de retour sur investissement, parce que finalement, installer tous ces appareillages, les surveiller, ça a un coût. J'imagine que Tribatech ne vit pas d'eau fraîche ou d'eau chaude. C'est normal. Et c'est normal. Donc, comment on fait ce calcul de coût, de rentabilité? Donc, du coup, la question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas le coût annuel, mais plutôt le coût sur toute la durée de vie de l'installation. Donc, du coup, on va dire sur 10 ans, voir combien ça va nous coûter sur 10 ans. Et après, donc, du coup, calculer le gain énergétique annuel relatif à la sobriété énergétique que ce système-là va créer chez les clients. En général, donc, du coup, Tribatech, je crois qu'ils ont fait une moyenne, c'est aux alentours de 10%, voire 15% par an. Et c'est cette valeur. Cette responsabilisation, c'est ça. C'est la responsabilisation. Le fait que c'est individuel, on fait plus attention. Donc la note globale, ce chiffre qu'il y avait en dessous du tableau, il baisse. Voilà, c'est exactement ça. C'est relatif à la sobriété énergétique des copropriétaires. Et donc c'est cette valeur-là qu'il faudrait donc du coup la diviser par le coût global de l'installation sur 10 ans pour avoir dans ce cas-là le temps de retour sur investissement logique. On n'a pas encore de retour. Ou on a déjà du retour. Est-ce que ça fait déjà 10 ans que ces installations-là, il y a déjà une sorte de retour sur expérience? Ça fait, nous, par exemple, ça fait à peu près une trentaine d'années qu'on fait du comptage. En gros, on a un feedback là-dessus. Maintenant, encore une fois, ça permet effectivement, les personnes qui sont sobres au niveau énergie, qui font attention à tout ça, vont voir leur coût drastiquement baisser par rapport aux autres qui, forcément,
quand c'est collectif, voilà, laisse les fenêtres ouvertes quand il y a du chauffage, laisse couler l'eau alors qu'il y a une petite fuite, etc. C'est vrai qu'on commence à rentrer dans des périodes de vaches maigres au niveau du coût de l'énergie, alors qu'on a eu des années où l'énergie n'était pas chère, donc gratter un petit peu sur le chauffage alors que ça coûte pas grand-chose. Là, maintenant, on n'a plus le choix. La question, la ressource en eau, maintenant, c'est une réalité. C'est plus un choix. On est au pied du mur. Est-ce qu'on peut parler de somme, enfin vous avez des... Pour avoir quelques ordres de grandeur, sur 10 ans, le prix revient à 100 € par an. Par lot. Donc du pour coup, le chauffage, pour le chauffage, oui, pour le chauffage. Par appartement, quoi. Enfin, par appartement. Par maison. Enfin, oui, c'est plus des appartements. Voilà, c'est ça. Pour le coup. Et la baisse moyenne, elle est de 10%, voire 15%. Donc si on se dit que la facture globale, elle est de 10 000 €, donc on gagne dans ce cas-là 1 000 €, on a 10 appartements, donc on va dire qu'on est... 900 €. Voilà, c'est ça. Donc c'est il faudrait voir à partir d'une certaine consommation, ça va être rentable. Donc il faudrait prendre en compte donc le prix de 100 € par an par appartement, se dire combien toute la copropriété elle consomme. Si avec 10% ou 15% on a plus que ce qu'on investit, dans ce cas-là oui c'est rentable de l'installer. Mais il y a aussi l'aspect global pour la planète, c'est-à-dire que même si c'est pas forcément aussi on est en limite de rentabilité pour l'immeuble, on a quand même baissé la consommation globale. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un transfert de charge entre l'opérateur qui fait le relevage et puis la consommation qui a baissé. Mais au global, la consommation a quand même baissé. Et ça, c'est important. Parce que c'est la planète qu'on laisse à nos enfants et à nos petits-enfants aussi. Quand on parle de planète, ça me donne envie de glisser vers les aspects réglementaires. Est-ce que c'est... Tout à l'heure, vous avez fait une allusion à ça. Comme quoi les logements neufs, dans les immeubles neufs, c'est devenu... obligatoire ? Maintenant, c'est une obligation, oui. Ils ont des systèmes de comptage qui sont directement livrés. Ça peut être décidé au dernier moment, mais en général, le promoteur choisit un prestataire et pas toujours le plus vertueux. C'est souvent des grands faiseurs qui sont choisis. Il y a des accords globaux. Et il faut de toute façon, il faut les marquer à la culotte. Il faut qu'il y ait une entente. C'est une coordination triple. Si vous mettez un système comme ça en place, il faut que le syndic soit partie prenante, qui vérifie que les informations montent bien sur la bonne adresse. Si ça change de gestionnaire, il ne faut pas que l'information se perde. Si elle était envoyée sur le compte du gestionnaire de la copro et qu'on change de gestionnaire, quelquefois on ne pense pas à changer ces trucs-là. Il faut que le conseil syndical soit vigilant, pratiquement qu'il ait les mêmes alertes que le syndic pour être en doublon, en veille. Et il faut travailler de manière triangulaire et en bonne entente avec le prestataire. C'est très important, effectivement. Après, au niveau réglementaire, il y a des choses qui ont évolué, c'est-à-dire que jusqu'au mois de décembre dernier, on nous parlait d'une obligation de télérelevage à partir du 1er janvier 27, c'est-à-dire l'année prochaine. Là, on parle de 2030. C'est décalé. C'est décalé parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que techniquement, c'était compliqué. Et puis les copros, elles sont à la peine en ce moment. Il y a des travaux qui sont un peu prioritaires et on en parlera tout à l'heure. Ça, ça rentre pas dans le calcul du DPE de la copropriété. Il y a pas mal de questions. J'ai Pascal à Rouen qui a 2 lots qui dit peut-on bénéficier d'une dérogation pour ne pas installer des répartiteurs de charges de chauffage ? Le syndic n'a pas proposé de le faire ou pas, quoi. Le syndic a dit que c'était obligatoire. Et j'ai une autre question. Claudette de Saint-Maur-des-Fossés, 20 lots, pareil. Dans quelle mesure les répartiteurs de frais de chauffage est obligatoire si on risque réellement d'avoir une amende si on ne vote pas leur mise en place ? Je pense que vous avez raison, Christophe, il y a quand même un stress. Oui, bien sûr, il y a un stress. Et effectivement, alors réglementairement, il y a des seuils. C'est-à-dire que si votre copro elle est en dessous d'une certaine consommation annuelle par mètre carré, je crois que c'est 80 kW par mètre carré. Déjà vertueux. Déjà plutôt vertueux et globalement, l'installation est inamortissable. Enfin, voilà, on n'arrive pas au retour sur investissement, il n'est pas possible. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis ensuite, moi, jusqu'à présent,
j'ai pas entendu parler d'une seule copropriété qui était pénalisée parce que malgré le fait qu'il soit normalement dans les valeurs réglementaires pour installer ce type de matériel, qui est quand même assez contestable, et malgré ce fait-là, il ne l'est pas fait. Bon. Après, il commence à y avoir des installations qui vont se faire jour. Hein. Je ne sais pas si c'est bientôt là. Ouais. Moi, j'avais une autre question. Tu avais une autre question ? En fait, il y a peut-être une confusion entre chauffage individuel et chauffage collectif avec mesure individuelle. J'ai chauffage par câble chauffant pour un minimum. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le 74. Je sais pas. Donc, chauffage par câble chauffant pour un minimum de 18 degrés, coût énergétique très important. Pensez-vous que nous devrions passer en individuel ? En fait, là, on parle, il faut juste bien... Comme il y a pas mal de questions là-dessus, on ne parle pas du petit convecteur, chacun son convecteur. On parle plutôt d'une chaufferie et de moyens de responsabiliser. Bien sûr. L'individualisation n'intervient que quand on a une chaufferie collective. Là, en l'occurrence, c'est un truc un peu mixte. C'est-à-dire que c'était une époque où l'électricité n'était pas chère. Ils vous assuraient en collectif 18 degrés et vous faisiez l'appoint avec des radiateurs individuels. C'est ça la question. Mais ça... D'abord, réglementairement, il faut changer le règlement de copropriété, c'est compliqué. Là, on ne parle pas de changer le règlement de copropriété. C'est juste du comptage réglementaire et voilà. Non, faut pas tout mélanger. L'individualisation des frais de chauffage, c'est pas passer au chauffage individuel. C'est complètement différent. Oui, c'est deux sujets. Oui. Vous vouliez parler aussi du robinet thermo-connecté, je crois. Alors oui, on a ça. Alors c'est une alternative qui existe, qui n'est pas encore développée parce qu'il y a certaines limitations techniques et c'est sans doute relativement cher. Il y a une société qui a développé ça. C'est un robinet thermostatique qui est connecté, donc qui répond à deux contraintes. C'est-à-dire que c'est un robinet thermostatique qui est à la fois compteur d'énergie thermique, hein, c'est-à-dire que le robinet mesure la quantité d'eau qu'il traverse, et il y a une sonde déportée, et il mesure la température de l'eau qui arrive, et il y a une sonde déportée qui prend la température de l'eau qui sort. Pour chaque radiateur, donc globalement, c'est un système où on a à chaque fois qu'on a un radiateur, on a un compteur d'énergie thermique. On fait la somme de toutes ces consommations-là, on les centralise au niveau de l'appartement, et ensuite on les centralise au niveau de l'immeuble. Et là, on fait du comptage d'énergie réelle, l'énergie consommée réelle sur chaque radiateur. Donc ça, c'est pas mal. C'est hyper fin, quelque part. C'est hyper précis. C'est très précis. On est dans le comptage d'énergie, hein, avec des compteurs à ultrasons, avec la technologie qu'on a là, mais qui est réduit à la taille d'un robinet thermostatique. Et donc, comme c'est un robinet thermostatique qui va piloter la température, et on a une centrale qui est au centre de l'appartement, qui va programmer aussi, et donc qui répond aux obligations de programmation qui, elles aussi, ont été décalées en 2030, de programmation centralisée. Et c'est quoi l'objectif de centraliser la programmation ? Alors, c'est de créer des habitudes, c'est-à-dire que les gens, quand ils quittent leur appartement, ils n'ont pas l'habitude de fermer tous les radiateurs. Avec une programmation centralisée, soit ils le programment directement sur une grille de la semaine, je pars à 8h, je coupe mon chauffage à 7h30, je rentre à 18h, je le remets en route à 17h30. Pour moi, c'est transparent. L'appartement, il n'a pas changé de température entre mon départ et mon arrivée. Enfin, pour moi, en réalité, il est passé en mode éco. Et donc ça, on a juste à appuyer sur le bouton « Je m'en vais » et automatiquement, l'appartement se met en veille. Donc c'est intéressant. Ça permet de créer des routines qui font que on peut... Et puis même, c'est souvent des équipements qui sont connectés. C'est-à-dire qu'on part en vacances. Avant de rentrer, on est à 300 km sur l'autoroute. On prend son smartphone, on met en route le chauffage, on arrive, c'est chaud. Enfin, voilà, c'est du confort. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Pour des robinets connectés, ça existe déjà. Ça existe déjà pour le radiateur électrique, puisque ça, c'est facile avec le fil pilote, c'est pas un problème. Pour les radiateurs à eau, c'est un peu plus compliqué. C'est des systèmes qui coûtent relativement cher. Électromécanique, quelque part, il y a des vannes. Vous avez un petit actionneur qui va consommer de l'énergie, donc il y a des piles dedans. Le problème, c'est, pour ces systèmes-là, c'est encore, à mon avis, l'alimentation énergétique. Parce que quand vous louez un système comme ça ou quand vous l'achetez,
c'est pas vous qui allez changer les piles. Enfin, faut que ce soit simple et puis il faut penser à les changer. Enfin, voilà, faut au maximum qu'on ait une autonomie de 3-4 ans sur chaque robinet thermostatique pour pas que ce soit un sujet. Faire changer les piles tous les 3-4 ans, c'est anecdotique. Faire changer les piles tous les 6 mois, c'est une vraie contrainte. Ça, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette évolution technique, Aurélien, vous qui êtes venu avec plein d'accessoires là, Écoutez, moi, on va vers quoi? Et ce système que décrivait Christophe, vous le connaissez? De plus en plus. Oui, oui, tout à fait. Moi, je les ai déjà rencontrés, ces personnes-là. On a déjà échangé sur le sujet et sur le. Il y a un réel intérêt de notre part. Après, il y a pas mal de contraintes techniques du fait de l'articulation de nos contrats, etc., etc. Mais c'est une bonne chose, en tout cas, que ces nouvelles technos voient le jour. Et qu'il y en ait plusieurs. Enfin, je veux dire, pour le moment, il n'y a qu'une seule entreprise qui fait ça, mais il faut créer de l'émulation, à mon avis. Voilà, à l'heure actuelle où tout est connecté, on fait énormément de choses depuis notre smartphone. Finalement, c'est vrai que il y a un réel intérêt, je pense, des gens à pouvoir justement faire du pilotage un peu à distance et puis optimiser les températures dans chaque pièce. Dans le but, encore une fois, de faire des économies et puis de préserver. Optimiser. Voilà, tout à fait. Omar, justement, le pilotage intelligent, c'est quelque chose sur lequel vous avez un peu creusé le sujet. Donc du coup, c'est quelque chose, on va dire que c'est indispensable. Donc l'installation des compteurs individuels, ce n'est pas la fin de la mission, c'est que le début de la mission. Ce qui nous ramène par la suite au pilotage intelligent. Et il est obligatoire pour 4 raisons. Donc déjà de 1, la fiabilité des données. Parce que si jamais on n'a pas de télérelève, on n'a pas un système automatique pour suivre donc la télérelevée des consommateurs. Si jamais, imaginons le compteur à l'intérieur de l'appartement, on a installé un compteur, mais comment on fait pour le relever? Il faudrait quand même passer, toquer, ouvrir la porte. Donc c'est pour ça que la télérelève, c'est quelque chose d'indispensable. En plus, ça mesure donc du coup la consommation en temps continu. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Peut-être sépare pas de temps horaire. Non, en fait, en gros, le système de télérelevé, il y a, comme j'expliquais tout à l'heure, toute l'architecture, les passerelles, les gateways qu'on met en place, l'idée c'est d'optimiser la remontée des données et la durée, les pousser le plus longtemps possible en fait. Donc il y a des piles, pareil, on parlait de piles, c'est une pile au lithium qui est à l'intérieur. Donc l'idée c'est qu'il y ait une remontée quotidienne à une horaire précise et donc toutes les données compteurs, donc compteurs, répartiteurs, ce que vous voulez, capteurs, parce que maintenant on a des architectures qui permettent aussi de récupérer plein d'autres objets connectés. Donc ça c'est le but ultime en fait, c'est qu'on puisse avec un seul appareil récupérer et nos compteurs, mais possiblement récupérer des capteurs, des sondes, etc. Pour multiplier un peu tout sur la copropriété, mais en gros ça remonte une fois par jour. Tout ça c'est sécurisé pour une question d'RGPD. C'est transmis sur serveur et c'est mis à disposition derrière sur un portail client avec un accès complet pour le conseil syndical, pour le syndic, et puis que chaque occupant puisse depuis smartphone, tablette, etc. consulter et avoir des remontées de possibles anomalies, fuites, ce genre de choses, quoi. Après, ça nous ramène à la deuxième raison, qui est la transparence pour la copropriété, parce qu'on va avoir un accès régulier à la consommation de chaque appartement. Et deuxième point, c'est pour pouvoir comparer donc, du coup, les consommations sur le temps, que ce soit par jour, par mois ou par année. Le troisième but, c'est la détection rapide des anomalies. Donc du coup, je vous laisse reprendre la parole. Oui, sur c'est ce ce que je point-là. disais. Donc on va pouvoir récupérer tout ce qui est anomalie. Alors par exemple sur les compteurs d'eau, on va avoir des possibles phénomènes de retour d'eau. Compteur qui peut se bloquer, comme je parlais de compteur mécanique avec les possibles impuretés qui viennent freiner et à terme bloquer les compteurs. Tout ce qui est primordial pour moi, ce qui est très intéressant avec la télérelève, c'est les remontées des anomalies, les fuites d'eau qui on parle d'une fuite de chasse d'eau qui ne se voit pas forcément parce que ça bascule directement dans les évacuations et alors c'est pas grand chose une journée, mais quand ça dure 6 mois, 1 an, ça commence à chiffrer, quoi. Donc voilà, c'est toutes ces anomalies-là qu'on va pouvoir justement récupérer, remonter et alerter justement derrière. Notre travail se situe là aussi, de pouvoir alerter. Ça évite que ça traîne dans le temps et puis les gens peuvent faire Et ça attention, nécessite quoi. des outils de communication qui Exactement. sont mis à jour, en particulier les adresses mail. Il faut s'assurer tous les ans ou régulièrement que les informations tombent bien. Alors, je pense que le syndic, il doit les récupérer plus souvent que... Tout à fait. Et après, nous, ce qu'on commence à faire, parce que pour le coup, on a développé notre portail en interne et on le fait évoluer aussi par rapport au retour client qu'on peut avoir sur certaines choses. Donc, toutes les informations sont bonnes à prendre. Et plus ça va, plus on va le rendre
L'idée, c'est que les occupants soient un peu autonomes aussi, qu'ils puissent se mettre eux-mêmes des seuils par rapport, je dis une bêtise, une consommation que j'ai eue l'année dernière, où j'en suis cette année Ensuite, par c'est un rapport à, objectif. bah tiens, Se bizarre, challenger sur au les mois de novembre, consommations. je suis déjà rendu là, alors que l'année dernière, etc. Pourquoi Ouais, Voilà, il y a 2-3 choses comme ça, que le syndic puisse de manière autonome par la suite, on envoie un état de consommation, il y a les numéros de lot, les noms des clients, finalement les occupants changent, que le syndic ou que le conseil syndical puisse nous renseigner tout ça. L'idée, Ouais. c'est d'avoir des bases qui restent à jour. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui peuvent se faire au fur et à mesure, quoi. On apprend en marchant, mais c'est plutôt pas mal. Pour nous, en tant que bureau d'études thermiques, donc nous, plus on a d'informations sur le système de chauffage et sur le comptage, on peut par la suite proposer des axes ou donc des actions de réglage de la chaudière. Donc imaginons, on a un système de pilotage intelligent, nous on peut suivre est-ce que la consommation, par exemple, elle baisse la nuit ou pas. Si ce n'est pas le cas, il va falloir proposer une action de réglage au niveau de la chaudière pour pouvoir mettre un système de baisse de la température pendant la nuit. Est-ce que la consommation, elle baisse, par exemple, quand la température extérieure elle est un peu plus élevée? Si on remarque par rapport à ces données que la consommation elle est plus ou moins stable, ça veut dire que le système de réglage n'est pas bien équilibré. Donc il faudrait voilà, c'est ça. Donc il faudrait qu'on rajoute une loi d'eau, on baisse la température, etc. Donc nous, grâce à ces informations, grâce à ces données, Une loi d'eau. Oui, une loi d'eau, c'est très chauffage, ça. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est inscrite dans la régulation et qui doit se régler en fonction de la température extérieure donnée par la sonde. Eh bien, vous avez une température de départ de chauffage. Par exemple, à -7, vous avez 50 degrés. Et puis, à 17, vous avez 20 degrés. Et entre les deux, on tire un trait. Et puis, ça vous donne c'est ce qu'on appelle la loi d'eau, et qui doit s'adapter pour qu'il y ait le moins possible de disparité dans les appartements, qu'on soit autour d'une température moyenne de 19 degrés, que la différence soit le plus serrée possible entre l'échantillonnage des appartements. Mais pour l'instant, les données qui sont relevées là, en fait, elles remontent au niveau du conseil syndical et du syndic, mais il n'y a pas de lien entre la remontée et le pilotage de la chaufferie. La chaufferie, elle se pilote plus ou moins manuellement, et là, on remonte des infos. Il n'y a pas quelque chose qui permet de corréler les deux, qui dirait on consomme moins, donc on fait brûler moins la chaufferie ou... Pas encore, Pas je encore. pense pas. On n'a pas encore de corrélation. entre les deux, mais ça, c'est un travail qui peut être fait effectivement quand il y a un audit énergétique. Et puis peut-être que même le cumul de toutes les consommations sur une durée de temps va permettre d'évaluer le fait de dire que vous avez fait une ITE, vous avez plus besoin d'autant de consommation. On va pouvoir... Alors, c'est quelque chose qui normalement est envisagé lors de l'ITE. Peut-être qu'on va pouvoir baisser la puissance des chaudières. Puisque normalement, si on fait de l'ITE, on va avoir des besoins qui sont moindres. Mais peut-être, même sans parler d'une ITE, peut-être qu'on va se rendre compte que, puisque l'installation est assez ancienne, avant c'était le principe de il vaut mieux avoir trop de puissance que pas assez. Maintenant, on n'a plus tellement les moyens de fonctionner comme ça. Vaut mieux viser assez près de la cible et on a des moyens d'analyse qui sont quand même beaucoup plus fins. Et peut-être qu'on a 15 ou 20 ou 30% de surpuissance au niveau de la chaudière. C'est peut-être le moment de passer à une gamme plus basse, avec moins de consommation, quitte à éventuellement aller compenser dans les périodes où il fait très froid, mais il n'y a plus beaucoup d'hiver. Hein. L'épisode qu'on a passé à Noël, c'est quand même assez rarissime hein, depuis les 10 dernières années. Le réchauffement climatique, il est là, donc autant en profiter en termes de puissance de chauffage et diminuer la voilure. Et ça permet de faire ce type de constat-là. Et sur donc cette question du pilotage, en conclusion sur cette partie-là. Je dirais que c'est un élément primordial, parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on installait des compteurs électriques, mais sans jamais regarder la facture. Donc ça sert strictement à rien. Tout à l'heure, en intro, vous avez parlé aussi de PPT, DPE. Quel est le lien avec l'individualisation ? Oui, donc du coup, on aime bien préciser ce point-là, que l'individualisation, elle est différente de la rénovation et que l'acte de mettre un système de compteur individuel, ça ne permet pas de nous faire gagner une classe énergétique ou deux ou de faire des économies d'énergie d'une manière directe. Donc, elle ne sera pas comptabilisée au niveau de l'audit ou du PPPT ou du DPE, mais plutôt ça ramène des économies d'énergie d'une manière indirecte.
Donc c'est ça le point qu'on voulait évoquer par rapport à ce sujet-là. Comme ça, les gens ils vont pas se dire on a rajouté cette action-là, on la voit pas sur le DPE. Pourquoi il n'y a pas de gain énergétique? Parce que ça se fait d'une manière indirecte. Indirect, donc ça veut dire que la responsabilisation fait que globalement ça va baisser. Et s'il y a un constat que la consommation baisse, à un moment donné, les DPE vont en tenir compte Non, parce que les DPE, ils sont basés sur des éléments physiques de la copropriété structurelle. L'isolation, à un moment donné, ils avaient des DPE qui étaient basés sur l'analyse des factures. C'est plus le cas maintenant, parce que il y avait trop de différences de mode de vie entre les différents appartements. Voilà. Donc là, maintenant, c'est typiquement structurel, avec la difficulté d'appréhender comment est construit le bâtiment quand c'est un bâtiment ancien. On n'est pas Superman. Voir au travers les murs pour savoir quelle est sa constitution, ça peut être compliqué. C'est pour ça que l'architecte est important dans ce type de geste-là. Parce que lui, c'est le docteur du bâtiment. Si on prend un peu de recul, cette individualisation, elle se place dans quelle logique globale et c'est complémentaire de quelles autres actions finalement c'est moins consommer, être plus vertueux vis-à-vis de la planète. Oui, et puis c'est garder, c'est effectivement un signal fort de vigilance, de ne pas laisser les choses partir à volo. Je pense que c'est aussi ça. C'est effectivement, Omar le disait, mettre un compteur électrique sans regarder les factures, ça ne sert à rien. Faire de l'individualisation sans en tirer les conséquences, ça ne sert à rien. Il faut avoir une démarche volontaire. Parce qu'en général, les gens ils fonctionnent par habitude. Donc, imaginons une personne qui paye 100 € par mois et qui a l'habitude de payer 100 € par mois et ça ne la dérange pas. Et qui fait plusieurs travaux de rénovation énergétique. On va dire isolation des murs pour une copro, des combles perdus, le plancher bas, changement de système de chauffage. Donc il investit quand même 1 million d'euros sur tous ces travaux-là. Mais après, par la suite, vu que son confort, il va s'améliorer, donc il va peut-être, à la place de chauffer à 19, il va chauffer à 22 ou 23, mais il va payer la même chose. Donc pourquoi aller faire des économies d'énergie? Alors que moi, j'ai l'habitude de payer les 100 € par mois. Donc c'est pour ça que mettre un système d'individualisation, c'est quelque chose de très important, parce que sinon, on ne va pas pousser les gens à faire des économies d'énergie. Donc on disait l'effet du gendarme. La peur du gendarme, c'est le début de la sagesse, effectivement. Et puis après, il faut le faire avec les bons moyens, les bons systèmes. Il faut un cahier des charges. Il faut un cahier des charges qui est à établir et savoir ce qu'on attend et comment on le met en place et à quelles conditions. À l'ARC, quel est le process pour une copro? Donc, on s'adresse à vous, il y a des guides. On a des guides et puis on a des entreprises qu'on a référencées avec lesquelles on sait que ça se passe bien. Et puis quand ça se passe pas bien, elles sont suffisamment réactives et attentives parce que rien n'est jamais parfait. On n'est pas des bisounours. Il peut y avoir des ratés, mais le principal est de les réparer, ou de faire le nécessaire quand ça arrive. Et à l'ARC, on a la chance d'avoir quelques entreprises pour le comptage de l'énergie qui sont plutôt bien. Donc il y a un guide spécifique qui est uniquement sur RFC, c'est ça? Oui, ça c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'ARC. On m'a dit les RFC, c'est caca. J'ai dit, moi, j'analyse avant de tirer mes conclusions. Et ma conclusion, c'est que c'est caca, effectivement. On va être très, très prosaïque. Il y a d'autres guides complémentaires que vous pouvez... Oui, pour ceux qui sont adhérents. On a des guides un peu dans toutes les typologies. Effectivement, allez sur le portail de l'ARC, vous avez tous les guides qui sont utiles, qu'on essaye de mettre à jour régulièrement parce que les choses évoluent aussi. Voilà. Le conseil, si on va conclure, 3 points à retenir peut-être pour chacun d'entre vous avant de vous laisser conclure, Christophe. 3 points essentiels en conclusion par rapport à cette vision du thermicien, du scientifique. Premier point, c'est ce qu'il faudrait dire à la copro, c'est identifier quel type de réseau ils ont pour savoir le type de technologie à installer. Réseau de relevé. Réseau de distribution, de distribution verticale oui. Ou en boucle. Oui, pour savoir si on peut installer des RFC ou des compteurs. Voilà, okay. C'est ça.
Parce qu'il y a une grosse limite technique quand même, et ça, on peut pas le changer. Donc, Non, Ouais. ça, ou à des non, coûts, c'est structurel. voilà, Ouais, tout c'est à fait. structurel. C'est structurel, donc on ne peut rien faire. Ok. Ça, c'est un premier point. Après, deuxième point, il faudrait toujours passer, comme on le dit à chaque fois, il faut toujours passer par un PPPT ou un DPE pour savoir identifier les actions et les prioriser sur le temps. Donc ça, c'est le deuxième point. Et c'est le PPPT qui nous ramène à cette individualisation de frais de chauffage, parce que nous, une fois on a identifié les problèmes de copropriété, parfois on se heurte à un mur et on comprend que le problème il vient pas forcément du système, mais plutôt des personnels qui sont sur place. Et donc en général, c'est ça les problèmes que nous on va identifier. le facteur humain. Le facteur humain, oui. Aurélien, de votre côté, 3 Oui, conseils oui. pour les... Parce que voilà, Trois on conseils, parle à des copropriétaires, aux adhérents de l'ARC. Nous appeler. Ça, c'est un peu facile. Premier conseil, vous Effectivement, nous j'en appelez. profite. Là, Non, vous non, êtes non, puni, mais- Aurélien. Je recommencerai plus. Non, effectivement, passer par l'individualisation, à l'heure actuelle, ça me paraît primordial. On parlait de la ressource en eau, le coût du chauffage, c'est le poste le plus important en copropriété. Donc, compter fait partie... c'est devenu quasi automatique et il faut compter quand on peut compter. Il y a quelques endroits où c'est pas possible, mais au maximum, je pense qu'une bonne partie du parc français doit être sous comptage pour pouvoir justement optimiser les consommations, l'humain dedans. Et puis finalement, on se rend compte quand même avec le temps que ça fait baisser quelque part, ça fait baisser les coûts pour tout le monde, quoi. Donc, sans comptage, pas de données. Sans données, Pas pas de de données. conscience. Sans conscience, ça dérive, ça Il y a un dépasse. peu ça, oui, tout à fait, ouais, effectivement. Bon, et puis après, il y a c'est l'humain qui veut ça, mais effectivement, Je crois que le troisième point, c'est ça sert à rien d'avoir des données à tour de bras si on ne les exploite pas. Donc il faut les exploiter de manière intelligente et voilà, c'est pas juste des tableaux pour faire joli. Il faut essayer de les analyser. C'est pas très compliqué, hein. On parle de volume et de kilowatts. Enfin, voilà, faut un tableau Excel et en plus ils sont déjà fournis les tableaux Excel. Donc, mais ça nécessite une volonté un peu, voilà. Après, il faut trouver la personne qui s'en occupe et puis il faut de la volonté de la part du gestionnaire aussi. Voilà. Ils sont conscients de ça, les syndics? Je pense que c'est plus une contrainte pour eux parce que de toute façon pour eux ça change pas grand-chose. C'est pas eux qui payent. Voilà. ça demande des fois un petit peu plus de travail Ouais. que du simple tantième à la superficie, forcément. Voilà. Mais par Mais contre, derrière... en termes de satisfaction, je trouve que c'est quand même meilleur. Oui, tout à fait. Bon, le message est passé. Merci messieurs, merci beaucoup à vous de votre attention. On se retrouve dans quelques minutes avec Émile Agege et ses invités pour parler de l'actualité, de la jurisprudence. Vous avez l'ARC qui est à disposition pour vous renseigner, pour vous aider et à suivre. À tout à l'heure et merci encore.